Bienvenue sur Napoléon 1812. Cette chaîne YouTube a été créée pour essayer de combattre les idées reçues sur Napoléon et la campagne de 1812. Quand on parle de ces sujets avec des amis ou des collègues, on se rend compte que les gens ont des idées fausses sur cette période. Nous allons essayer en argumentant de montrer une autre vision des choses, d'expliquer les événements et de les remettre dans le contexte historique. La compréhension de cette période permet de mieux comprendre des événements actuels, la guerre en Ukraine, la rivalité entre les Occidentaux et les Russes, l'économie et la géographie, et ce que Napoléon appelait déjà à l'époque l'oligarchie, qui commence seulement aujourd'hui à être dénoncée. Pour les livres d'histoire, la campagne de 1812 est connue sous le nom de campagne de Russie. C'est le nom qu'on le retrouve partout et qui est généralement admis. Pourtant, avant qu'un nom prenne le dessus, il cohabite parfois avec un autre. La bataille du 18 juin 1815 s'est appelée la bataille de Waterloo pour les Anglais et la bataille du Mont-Saint-Jean pour les Français. Les Russes appelèrent la bataille du 7 septembre 1812 la bataille de Borodino, et les Français l'appelèrent la bataille de la Moskova. Si dans le cas de la bataille de Waterloo, ce terme a définitivement supplanté l'autre, dans le cas de la bataille de la Moskova, les deux termes continuent à coexister. Il y a dès le choix d'un nom d'un événement, une volonté d'imposer une grille de lecture qui nous est favorable. Les Anglais préféraient le nom de Waterloo à consonance anglo-saxonne à celui de Mont-Saint-Jean beaucoup trop français. Le nom de campagne de Russie imprime déjà à lui seul une vision des événements. Napoléon a envahi la Russie, il est l'agresseur, la Russie n'a fait que se défendre. Or, si l'on considère une carte géographique actuelle, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et la Biélorussie ne sont pas des territoires inaliénables de la Grande Russie. Le point de vue de Napoléon sur cette campagne a été écarté car il soulignait trop les véritables causes de cette guerre. Pour lui, cette campagne s'appelait la seconde campagne de Pologne. Le vrai sujet n'était pas la Russie, mais l'existence de la Pologne. Au moment où il la nomme ainsi, il ne savait pas que cette guerre allait l'emmener jusqu'à Moscou. Il pensait que les Russes n'allaient pas abandonner une province sans combattre. Lorsque Napoléon entre dans Vilnius, il fait la proclamation suivante. Polonais, vous êtes sous les drapeaux russes. Ce service vous était permis alors que vous n'aviez plus de patrie. Tout est changé aujourd'hui. La Pologne est ressuscitée. C'est pour son entier rétablissement qu'il s'agit de combattre maintenant. C'est pour obliger les Russes à reconnaître les droits dont nous avons été dépouillés par l'injustice et l'usurpation. La Confédération générale de la Pologne et de la Lituanie rappelle tous les Polonais au service de la Russie. Généraux, officiers, soldats polonais, entendez la voix de la patrie, abandonnez les drapeaux de vos oppresseurs, accourez tous auprès de nous, afin de vous ranger sous l'aigle des Jagellons, des Casimir, des Sobieski. La patrie vous le demande, l'honneur et la religion vous l'ordonnent aussi. Dans le contexte de l'époque, le nom que Napoléon donne à cette campagne est beaucoup plus logique. La Pologne a subi 3 partages de la part de ses voisins et a été totalement rayée de la carte. À l'époque de la République des deux nations, la Pologne et la Lituanie s'étendaient de la mer Baltique à la mer Noire. La frontière entre la Pologne et la Russie était près de la ville de Smolensk. Tous les habitants de l'actuelle Lituanie, de la Biélorussie, d'une partie de l'Ukraine étaient appelés Polonais, et les Russes étaient appelés Moscovites. Les Lituaniens ont formé plusieurs régiments d'infanterie et de cavalerie pour combattre avec Napoléon. Dans aucun livre sur la campagne de Russie, ces effectifs n'apparaissent. On peut voir les effectifs de la division danoise qui n'a jamais quitté le Danemark et de nombreuses troupes pour grossir au maximum les forces de Napoléon pour qu'elles semblent formidables, mais ces troupes qui prirent des numéros de régiments polonais ne figurent nulle part. On passe sous silence aussi la désertion des Polonais de l'armée russe pour rejoindre la Grande Armée. Même parmi la garde impériale russe, des soldats ont déserté pour rejoindre de simples régiments de lanciers polonais. Après le dernier partage de la Pologne en 1795, de nombreux Polonais ont voulu venir se battre aux côtés des Français en Italie contre les Autrichiens. Napoléon a rétabli le Grand-Duché de Varsovie en 1807. Il pensait en signant la paix de Tilsit avoir réglé la question. Il avait été accommodant avec le tsar, lui ménageant une paix honorable et lui proposant même une alliance contre les Anglais, alors que Napoléon était victorieux. Le tsar n'ayant pas tenu ses promesses et menaçant la Pologne, Napoléon n'avait pas eu d'autre choix en 1812 que de rétablir complètement la Pologne pour que celle-ci soit assez forte pour se défendre seule, aux dépens de la Russie qui n'avait pas respecté un traité de paix. Si Napoléon a amassé des troupes sur la frontière du Grand-Duché et de la Russie, ce n'était qu'une réponse au regroupement d'armées russes sur la frontière sans aucune raison. Le but était de protéger cette Pologne renaissante. Comme on peut le constater dans cette proclamation, Napoléon n'envie pas la Russie pour lui voler une province, mais au contraire pour la libérer d'une injustice. En 1807, il n'a pas rétabli le royaume de Pologne, mais pour manager les autres puissances et dans un souci d'apaisement général, il a créé un grand-duché qu'il a mis sous la responsabilité du roi de Saxe. Le roi de Saxe n'était nullement de la famille de Napoléon, il a été choisi parce que la Saxe et les rois de Pologne entretenaient des liens anciens. Tout grand événement ne peut être compris qu'à la lumière des causes qui l'ont créé. Cette campagne n'a pas existé
par l'ambition de Napoléon d'être tsar de Russie, mais par l'ambition du tsar de se faire couronner roi de Pologne, ce qui fut chose faite en 1815 quand Napoléon fut définitivement battu. Par la suite, il faudra attendre longtemps avant que le peuple polonais ne retrouve un pays indépendant. Napoléon a à plusieurs reprises tenté de dissuader le tsar de mettre son projet à exécution. Il lui a suggéré d'accroître son territoire au nord en Finlande et au sud, mais surtout pas à l'ouest en Pologne. Il existe une lettre de Napoléon à l'empereur de Russie qui permet de mieux comprendre tout cela. Je vais vous la lire. Monsieur mon frère, j'ai reçu la lettre de votre majesté. La guerre divisait nos États se termina par le traité de Tilsit. J'avais été à la conférence du Niémen avec la résolution de ne pas faire la paix, que je n'eusse obtenu tous les avantages que les circonstances me promettaient. J'avais en conséquence refusé d'y voir le roi de Prusse. Votre majesté me dit, je serai votre second contre l'Angleterre. Ce mot de votre majesté changea tout. Le traité de Tilsit en fut le corollaire. Depuis, votre majesté désira que des modifications fussent faites à ce traité. Elle voulut garder la Moldavie et la Valachie et porter ses limites sur le Danube. Elle eut recours aux négociations. Cette importante modification du traité de Tilsit, si avantageuse à votre majesté, fut le résultat de la convention d'Erfurt. Il paraît que vers le milieu de 1810, votre majesté désira de nouvelles modifications au traité de Tilsit. Elle avait deux moyens d'y arriver, la négociation ou la guerre. La négociation lui avait réussi à Erfurt. Pourquoi cette fois-ci prit-elle un moyen différent? Elle fit des armements considérables, déclina la voie de négociation et parut ne vouloir obtenir de modification du traité de Tilsit que par la protection de ses nombreuses armées. Les relations établies entre les deux puissances, après tant d'événements et de sang répandus, se trouvèrent rompues. La guerre devint imminente. J'eus aussi recours aux armes. Mais 6 mois après que votre majesté eut pris ce parti. Je n'ai pas levé un bataillon, je n'ai pas tiré 1 million de mon trésor pour l'extraordinaire de la guerre, que je ne l'ai fait connaître à votre majesté et à ses ambassadeurs. Je n'ai pas laissé échapper une occasion de m'expliquer. Votre majesté a fait devant toute l'Europe une protestation que les puissances ont l'habitude de ne faire qu'au moment de se battre et lorsqu'elles n'espèrent plus rien des négociations. Je n'y ai pas répondu. Votre majesté, la première, a réuni ses armées et menacé mes frontières. Votre majesté, la première, est partie pour son quartier général. Votre majesté, après avoir constamment refusé pendant 18 mois de s'expliquer, m'a fait enfin remettre par son ministre une sommation d'évacuer la Prusse, comme condition préalable de toute explication. Peu de jours après, ce ministre a fait la demande de ses passeports et a répété 3 fois cette demande. Dès ce moment, j'étais en guerre avec votre majesté. Je voulus garder cependant l'espérance que le prince Kourakine avait mal entendu ses instructions et qu'il n'était pas autorisé à cette sommation sine qua non de n'entendre rien que la Prusse ne fût évacuée. Ce qui évidemment était me placer entre la guerre et le déshonneur. Langage inconvenant de la part de la Russie, que ni les événements passés ni la force respective des deux États ne devaient pas autoriser à me tenir, et qui était opposé au caractère de votre majesté, à l'estime personnelle qu'elle m'a quelquefois montrée, et enfin au souvenir qu'elle ne peut pas avoir perdu que, dans les circonstances les plus critiques, je l'ai assez honorée, elle et sa nation, pour ne lui rien proposer qui pût être le moindrement contraire à la délicatesse et à l'honneur. Je chargeai donc le comte Lauriston de se rendre auprès de votre majesté et à son ministre des Relations extérieures de s'expliquer sur toutes les circonstances, et de voir s'il n'y aurait pas moyen de concilier l'ouverture d'une négociation en considérant non avenue la sommation arrogante et déplacée du prince Kourakine. Peu de jours après, j'appris que la cour de Berlin avait été instruite de cette démarche du prince Kourakine, et qu'elle-même était fort surprise d'un langage aussi extraordinaire. Je ne tardai pas d'apprendre qu'à Pétersbourg aussi cette démarche était connue et que les gens censés la désapprouvaient. Enfin, les journaux anglais m'apprirent que les Anglais la connaissaient. Le prince Kourakine n'avait donc fait que suivre littéralement ses instructions. Toutefois, je voulus encore conserver de l'espoir et j'attendais la réponse du comte Lauriston lorsque je réussis à Gumminden, le secrétaire de délégation de Prévost, qui m'apprit que contre le droit des gens, contre les devoirs des souverains en pareilles circonstances, sans égard pour ce que votre majesté devait à moi et à elle-même, non seulement elle avait refusé de voir le comte Lauriston, mais même, chose sans exemple, que l'oubli l'avait été porté au point que le ministre aussi avait refusé de l'entendre et de conférer avec lui. Quoiqu'il eût fait connaître l'importance de ses communications et la lettre de ses ordres. J'ai compris alors que le sort en était jeté, que cette providence invisible, dont je reconnais les droits et l'Empire, avait décidé de cette affaire comme de tant d'autres. Je marchais sur le Niémen avec le sentiment intime d'avoir fait tout pour épargner à l'humanité ces nouveaux malheurs, et pour tout concilier avec mon honneur, celui de mes peuples et la sainteté des traités. Voilà, sire, l'exposé de ma conduite. Votre Majesté pourra dire beaucoup de choses, mais elle se dira elle-même qu'elle a pendant 18 mois refusé de s'expliquer d'aucune manière,
qu'elle a depuis déclaré qu'elle n'entendrait rien qu'au préalable je n'eusse évacué le territoire de mes alliés, et que par là elle a voulu ôter à la Prusse l'indépendance qu'elle paraissait vouloir lui garantir, en même temps qu'elle me montrait le doigt les fourches codines. Je plains la méchanceté de ceux qui ont dû donner de tels conseils à votre majesté. Quoi qu'il en soit, jamais la Russie n'a pu tenir ce langage avec la France. C'est tout au plus celui que l'impératrice Catherine pouvait tenir au dernier des rois de Pologne. La guerre est donc déclarée entre nous. Dieu ne peut faire ce qui a été, n'est pas été. Mais mon oreille sera toujours ouverte à des négociations, et quand votre majesté voudra sérieusement s'arracher à l'influence des hommes ennemis de sa famille, de sa gloire et de son empire, elle trouvera toujours en moi les mêmes sentiments et la vraie amitié. Un jour viendra où votre majesté saura que si dès la fin de 1810 elle n'avait pas changé, que si, voulant des modifications au traité de Tilsit, elle avait eu recours à des négociations loyales, ce qui n'est pas changé, elle aurait eu un des plus beaux règnes de la Russie. À la suite des désastres éclatants et réitérés, elle avait, par sa sagesse et sa politique, guéri toutes les plaies de l'État, réuni à son empire d'immenses provinces, la Finlande et les Bouches du Danube. Mais aussi, j'y aurais beaucoup gagné. Les affaires d'Espagne auraient été terminées en 1811 et probablement la paix avec l'Angleterre serait conclue en ce moment. Votre Majesté a manqué de persévérance, de confiance, et qu'elle me permette de lui dire de sincérité. Elle a gâté tout son avenir. Avant de passer le Niémen, j'aurais envoyé un aide de camp à votre majesté suivant l'usage que j'ai suivi dans les campagnes précédentes. Si les personnes qui dirigent la guerre auprès d'elle et qui me paraissent, malgré les leçons de l'expérience si désireuses de la faire, n'avaient témoigné beaucoup de mécontentement de la mission du comte de Narbonne, et si je n'avais dû considérer comme le résultat de leur influence la non-admission de mon ambassadeur, il m'a paru alors indigne de moi de pouvoir laisser soupçonner que sous prétexte de procéder en envoyant quelques-uns auprès de votre majesté, je puisse avoir tout autre but. Si votre majesté veut finir la guerre, elle m'y trouvera disposée. Si votre majesté est décidée à la continuer et qu'elle veuille établir un cartel sur les bases les plus libérales, telles que de considérer les hommes aux hôpitaux comme non prisonniers afin que de part et d'autre on n'ait pas à se presser de faire des évacuations, ce qui entraîne la perte de biens du monde, tel que le renvoi de tous les 15 jours des prisonniers faits de part et d'autre, en tenant un rôle d'échange grade par grade, et toute autre stipulation que l'usage de la guerre entre peuples civilisés a pu admettre, votre majesté me trouvera prêt à tout. Si même votre majesté veut laisser établir quelques communications directes, malgré les hostilités, le principe ainsi que les formalités en seraient aussi réglés dans ce cartel. Il me reste à terminer en priant à votre majesté de croire que, tout en me plaignant de la direction qu'elle a donnée à sa politique, qu'elle influe si douloureusement sur notre vie et sur nos nations, les sentiments particuliers que je lui porte n'en sont pas moins à l'abri des événements, et que, si la fortune devait être encore favoriser mes armes, elle me trouvera, comme à Tilsit et Erfurt, plein d'amitié et d'estime pour cette belle et grande qualité, et désireux de le lui prouver. Napoléon. Comme on peut le voir dans cette lettre, on est loin d'un Napoléon belliqueux qui voulait envahir ses voisins et faire couronner empereur universel après avoir conquis le monde. On prête à Napoléon des rivières de sang, des milliers de cadavres, on lui donne la responsabilité de toutes les guerres. Cette image d'Épinal créée par les anglo-saxons permet de diaboliser l'ennemi, de lui prêter les intentions qu'il n'avait pas, et pour mieux justifier leurs propres actes. L'inversion accusatoire ne peut fonctionner que par le mensonge et les non-dits. Une fois les vraies raisons connues de tous, il est simple de voir qui était l'agresseur, qui respectait sa parole et ses traités signés et le droit des gens. Le mensonge couvre les crimes et préserve la réputation aux vainqueurs. Si on apprenait l'histoire en lisant les écrits des grands personnages, les traités de paix, de façon plus neutre, en considérant les points de vue des deux parties, on ne pourrait pas manipuler les gens. L'histoire est un sujet politique majeur. La vérité historique n'y est pour rien. La mainmise sur son écriture et sur son apprentissage permet de créer un moule idéologique nécessaire au maintien d'un régime. Les moyens modernes de communication permettent aux personnes d'être plus interconnectées et d'avoir plus de sources d'informations pour se faire une idée par elles-mêmes. Comme un proverbe africain dit, le mensonge peut courir 100 ans, il suffit d'une heure à la vérité pour le rattraper. Il y a beaucoup d'idées reçues sur cette campagne. Napoléon serait resté trop longtemps à Moscou, il aurait fait des erreurs sur la préparation de la campagne, les Russes auraient utilisé la tactique de la terre brûlée. Napoléon aurait fait une erreur en n'engageant pas la garde à la bataille de la Moskova. Nous verrons dans nos prochains épisodes les vraies raisons de la défaite. À bientôt.